Vous êtes à Mahina, en première région administrative du Mali, comme un peu partout à travers le pays. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de Shérif la télévision. Le mois béni de Ramadan, couronné par l'Eid el-Fitr, qui a été célébré dans toutes les localités du pays ce lundi 3 juin 2019, s'est tenu dans un contexte marqué par une crise économique et sécuritaire. Malgré ce fléau, le peuple malien a su maîtriser la situation jusqu'au bout du tunnel. Que pensent alors les citoyens lambda de cette situation? Comment ont-ils apprécié ce contexte particulier dans lequel les Maliens ont fêté les éléments de réponse dans ces propos recueillis par une de nos équipes de reportage dirigée par Samara Sanoui et Ibrahim Koulibaly. Généralement, le mois de Carême est un mois, une sorte de purgatoire pour tout bon musulman. Parce que ça consacre un certain sacrifice vis-à-vis de l'âme, vis-à-vis du corps, la partie charnelle. Donc, le comportement même de l'humain par rapport à la société auquel il vit. Donc, l'islam se préoccupe de tout ça. C'est pourquoi un mois a été consacré pour les jeunes. La purification de l'âme, du corps, du comportement de l'humain. Donc, nous avons tous compris que les jeunes de cette année a été fait dans un contexte extrêmement difficile. Vous savez, le pays connaît un regain de terrorisme qui ne dit pas son nom, une sorte de criminalité transfrontalière à symétrie variable. Donc, ce n'est pas comme de façon classique où vous avez une armée qui fait face au front contre l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi, il se dissimule partout, il est partout. En tant que chef de l'exécutif local au niveau de l'arrondissement de Kalambarogoro, pour souhaiter Sambé au président de la République d'abord, qui ne cesse de se battre pour la paix et la sécurité, pour la concorde, l'entente et l'union entre les Maliens. Au gouvernement de la République du Mali, auquel nous sommes l'émanation au niveau local, donc à toutes les autorités politiques administratives, les forces vives, les chefs coutumières, les chefs de quartier, la population, la partie vulnérable, c'est-à-dire les femmes et les jeunes. Je pense que le Mali a connu un mois de carême difficile parce que nous traversons économiquement une période un peu difficile. Et puis le début du mois de carême a coïncidé avec le flambé des prix des denrées de première nécessité qui a beaucoup vraiment joué sur le portefeuille des Maliens. Et le panier de la ménagère aussi a connu des difficultés. Mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce aux bénédictions et grâce aux soumissions, les musulmans ont pu surmonter les coups. Malgré que ce n'était pas facile, nous avons surmonté les coups. Après avoir jeûné pendant 30 jours, après avoir prié hier, nous demandons à Dieu subhanahu wa ta'ala vraiment de nous donner encore beaucoup de joie dans le cœur, dans les esprits. Je profite pour vraiment souhaiter bonne fête à tous les Maliens, à toutes les Maliennes, que l'année prochaine nous trouve dans une situation encore beaucoup plus meilleure en matière de sécurité, en matière de santé. Le peuple malien est un peuple très intelligent et flexible. Quelle que soit la situation, on s'adapte. On s'adapte parce qu'on aime notre beau pays, on aime se faire sentir bien entre nous. Et de ce fait, quelle que soit l'insécurité qui se vit au pays, on a bien passé le mois de Ramadan par la grâce de Dieu. Et malgré la situation sécuritaire, les choses se sont un peu calmées avec aussi le changement du gouvernement. Nous invitons l'ensemble du peuple malien à s'écouter, à se donner la main, à trouver ensemble par des voies aimables des solutions pour régler toute crise qui peut se vivre dans notre pays. En tant que bons croyants, nous disons Alhamdulillah. Si dans la réalité tout le monde sait que les difficultés y demeurent et tout le monde sait les difficultés que le Mali traverse cette année, que ce soit les difficultés socio-économiques, que ce soit les difficultés socio-politiques, économiquement les Maliens souffrent aujourd'hui. Mais Dieu merci, nous ne devons pas perdre d'espoir. C'est cela que Dieu même dit.
il faut vivre d'espoir. Alhamdulillah, on a pu tenir le mois de carême. Nous avons fêté cette année dans la difficulté. Nous prions le bon Dieu. Et lui, il nous connaît plus que nous-mêmes. On le prie, le bon Dieu, le Tout-Puissant, pour que l'année prochaine soit plus meilleure que cette année. Bien, parlons toujours de cette fête qui constitue également pour les enfants un moment de joie. Et c'est pourquoi ils ont pris d'assaut les espaces de loisirs, notamment le parc national de Bamako. Nous les avons rencontrés pour savoir comment ils ont fêté l'Eid al-Fitr. On fait le point avec Mariétou Diallo et Sama Traoré. Conçu avec toutes les commodités pour favoriser le bien-être, le parc national de Bamako est le point de convergence des enfants lors des fêtes. En groupe ou en solo, chacun y trouve son compte. Il est 9h et l'ambiance est bon enfant dans le parc. Parce que c'est joli. Pendant les fêtes, les gens vont venir pour s'amuser ici. Je venu parce qu'il est joli. Et mon ami, on a venu ici pour s'amuser. Je suis venu au parc avec mes amis. Nous sommes venus dans un seul but s'amuser parce que le parking est un endroit où on s'amuse. C'est un endroit merveilleux. Regardez ces enfants-là qui s'amusent. Nous sommes venus au parc pour jouer et pour s'amuser. Moi et ma petite sœur, on est venus au parc pour s'amuser. Cette période de fête est également l'occasion pour certains vendeurs de réaliser de bonnes affaires. Tout y est concocté pour attirer les enfants qui sont parfois accompagnés de leurs parents. Bon, c'est pour faire plaisir à mon fils. Bon, je le trouve très beau. Ça rend les enfants intelligents, ça leur permet de découvrir le monde. Voilà. Pour qu'ils ne restent pas seuls à la maison, il faut qu'ils découvrent d'autres choses. Voilà, pour qu'ils s'amusent aussi. Compte tenu de ses attraits naturels, de sa taille et de son emplacement, contigu au musée national, ce parc a été conçu de manière à offrir de grands espaces ouverts pour des loisirs et les activités éducatives pour le grand public, les groupes scolaires, mais aussi les touristes. Merci Amin, que Dieu exauce toutes nos prières. À l'occasion de cette fête, toujours, le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en étroite collaboration avec ses partenaires à travers la Direction nationale du développement social, a offert 2 bœufs et des habits pour enfants destinés aux déplacés venus de la région de Mopti. Cette donation a concerné 288 personnes, toutes installées sur le site du centre Mabili, en commune 6 du district de Bamako. La cérémonie était présidée par le directeur national du développement social. On fait le point avec Al-Hamidou Badini. Cette grande opération du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à travers la Direction nationale du développement social concerne 288 personnes reparties entre 52 ménages en leur offrant gracieusement 2 bœufs et des habits pour enfants. Cette action d'entraide qui a coïncidé avec la fin du mois béni de Ramadan vise à soulager nos compatriotes des cercles de Koro, Douenza et de Bankas ayant quitté leur localité respective à cause de l'insécurité qui sévit au centre du pays. Cette donation vraiment s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête de Ramadan pour lesquelles toutes les personnes ont besoin de vivre, de viande, de gaieté. Et c'est dans ce cadre que M. le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a bien voulu accompagner les populations déplacées qui sont sur le site de Mabile ici, dans le cadre de la célébration de la fête de Ramadan, en les offrant 2 bœufs et des habits, plusieurs habits pour les enfants. Le coût environ 1 million de francs CFA. Les bénéficiaires se sont dit heureux de recevoir cet acte humanitaire qui leur permettra de vivre en parfaite harmonie comme tous les autres Maliens, avant de remercier l'État pour son accompagnement. Le gouvernement a créé ce site-là pour pouvoir améliorer les conditions de vie. Donc il est souhaitable à ce que toutes les personnes déplacées qui se retrouvent dans des conditions difficiles d'existence puissent se regagner ici pour améliorer les conditions de vie. C'est dans ce cadre que ce site-là a été créé et nous sollicitons à ce que toutes les personnes déplacées qui sont dans des conditions difficiles puissent nous rejoindre ici pour qu'on puisse leur donner un toit pour pouvoir les assister. Et au-delà de cela, à la date d'aujourd'hui, nous avons environ 52 ménages composés de 282 personnes qui sont déjà résidentes sur ce site-là. C'est donc par la remise symbolique de cet important don que la cérémonie a pris fin.
Bien, vivement donc l'année prochaine. On s'intéresse à d'autres choses dans ce journal. La communauté internationale célèbre ce mardi 4 juin 2019 la journée mondiale des enfants victimes innocentes d'agression. Cette journée mondiale a été instituée par l'Assemblée générale extraordinaire d'urgence de l'Organisation des Nations Unies le 19 août 1982. Elle consacre donc la reconnaissance des souffrances physiques et émotionnelles des enfants victimes des agissements humains. Commentaire signé Abdul Karim Sako. Lorsqu'un conflit armé éclate, les civils en sont les premières victimes, en particulier les enfants. Les conflits affectent les enfants de manière disproportionnée. Parmi les formes de violence contre les enfants figurent le recrutement et l'utilisation des enfants dans les conflits, les massacres ciblés, les violences sexuelles, les enlèvements d'enfants et les attaques contre les écoles et hôpitaux. Le 19 août 1982, à l'occasion de sa session extraordinaire d'urgence sur la question de Palestine, l'Assemblée générale, concernée par le grand nombre d'enfants palestiniens et libanais qui ont été les victimes innocentes des actes d'agression d'Israël, a décidé de commémorer le 4 juin de chaque année la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression. Le but de cette journée est de reconnaître les souffrances endurées par les enfants du monde entier, victimes de violences physiques, mentales et émotionnelles. La journée est également l'occasion de souligner l'engagement des Nations Unies à protéger les droits des enfants. Ainsi, chaque journée internationale représente une opportunité d'informer le grand public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable et la santé. Ces journées sont l'occasion pour les pouvoirs publics, mais aussi la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation et de mobiliser des ressources. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF invite des enfants du monde entier à assumer des rôles clés dans les médias, la politique, le commerce et les sports, afin d'exprimer leur soutien à des milliers de leurs pères non scolarisés, non protégés et déracinés. À présent, Al-Hamidou Badini nous fait le point brièvement de l'actualité sur la scène internationale. Regardons cette en image. L'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo en 1998, jamais officiellement élucidé, est resté dans la mémoire des Burkinabés qui espèrent que la Cour de cassation française se prononce mardi pour l'extradition de François Compaoré soupçonné dans cette affaire. Le frère cadet du président burkinabé déchu Blaise Compaoré avait été interpellé à l'aéroport parisien en octobre 2017 sur la base d'un mandat d'arrêt émis par les autorités de Ouagadougou. Journaliste d'investigation reconnu et directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant, Norbert Zongo a été assassiné le 13 décembre 1998 alors qu'il enquêtait sur le meurtre du chauffeur de François Compaoré. Son assassinat avait engendré une crise sociopolitique qui avait fait vaciller le régime en raison d'importantes manifestations organisées par le collectif contre l'impunité, obligeant le président Compaoré à entreprendre des réformes dont la limitation des mandats présidentiels. Dans une enquête diffusée dimanche, la BBC affirme détenir les preuves qu'Aliou Sall, frère cadet du président de la République Macky Sall, aurait touché des pots de vin liés à l'attribution de 2 champs pétroliers et gaziers à l'homme d'affaires Frank Timis en 2012. Un scandale à 10 milliards de dollars. L'enquête diffusée dimanche 2 juin par la BBC a créé une onde de choc au Sénégal. La chaîne britannique accuse notamment la compagnie pétrolière British Petroleum d'avoir accepté de verser quelques 10 milliards de dollars de royalties à l'homme d'affaires roumano-australien Frank Timis, lequel avait signé en 2012 un contrat pétrolier controversé avec le Sénégal. La réaction d'Aliou Sall n'a pas tardé. Le frère du président a convoqué la presse dans l'après-midi le 3 juin pour dénoncer ce qu'il qualifie de paiement imaginaire. Les militaires qui gouvernent le Soudan depuis la chute du président Omar el-Béchir ont annoncé mardi qu'ils annulaient les mesures sur lesquelles ils s'étaient mis d'accord avec les contestataires et ont appelé à des élections dans un délai de 9 mois. Cette annonce est intervenue au lendemain de la dispersion lundi par les forces de sécurité du sit-in des manifestants qui campaient devant le quartier général de l'armée à Khartoum pour réclamer la transition du pouvoir aux civils.
L'opération a fait plus de 30 morts et des centaines de blessés selon les médecins proches de la contestation. Le Conseil décide de tenir des élections dans un délai de 9 mois, a déclaré le chef du Conseil, le général Abdel Fattah al-Burhan, dans un communiqué diffusé à la télévision officielle soudanaise. Le général Burhan a ajouté que les élections se tiendraient sous une supervision régionale et internationale. Après 2 mois d'offensive sur la capitale, les troupes du maréchal Khalifa Haftar sont bloquées aux portes de Tripoli et les positions sont figées. Mais l'issue de cette bataille est vitale pour les camps rivaux, prévient l'experte Claudia Gazzini. Le camp du maréchal Haftar, comme celui du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, refuse de négocier un cessez-le-feu parce qu'ils considèrent tous deux cette guerre comme une lutte essentielle, dit cet analyste à l'International Crisis Group dans une interview à l'AFP à Tripoli. Les deux camps semblent désormais à égalité en nombre d'hommes et dotés d'un arsenal militaire comparable. Les combats se sont enlisés autour de la banlieue sud de la capitale et aucune des deux parties n'a réussi à faire une percée. À ce stade, il est hautement improbable que l'un ou l'autre camp l'emporte. Témoin clé et co-accusé dans l'affaire Floribert Chebeya, l'ex-policier Paul Mbilamwe est en attente d'un procès au Sénégal. Condamné à mort par contumace en RDC, il continue d'incriminer Joseph Kabila dans le meurtre du défenseur des droits de l'homme à Kinshasa le 1er juin 2010. Il dit vouloir que la République démocratique du Congo demande son extradition parce qu'il vit caché au Sénégal depuis 5 ans et n'a toujours pas été jugé. Il veut simplement que la justice fasse son travail. Le pouvoir vient de changer dans mon pays et celui qu'il mettait en cause était Joseph Kabila. Cela fait 5 ans qu'une procédure a été lancée au Sénégal. On lui a plusieurs fois annoncé l'ouverture d'un procès et puis rien sans aucune explication. Bien, comme tous les mardis, nous vous parlons du carnet santé. À cette occasion, la Jeune Chambre internationale universitaire de Bamako, dans ses œuvres de charité, a initié récemment dans les différentes communes du district de Bamako une grande campagne de sensibilisation dans la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus. À travers son projet dénommé Love Can Fight Cancer, la JCI, engagée depuis 2011 dans cette croisade, a offert des journées de dépistage gratuits respectivement à l'endroit des femmes de Djikoronipara, Bankoni, Daoudabougou et de Moulouabougou en vue de les aider pour une éventuelle prise en charge. Nous vous rappelons que cet élément est une rediffusion rapportée par notre chroniqueuse Tata Touré. Le dépistage est le meilleur moyen de prévenir le cancer du col de l'utérus, d'où la tenue de cette journée. Il est réalisé par un professionnel de la santé, soit un médecin ou une sage-femme. Nous sommes convaincus aujourd'hui qu'il est le plus grand bonheur que d'être en parfaite santé. Alors que la santé résulte d'une interaction constante entre l'individu et son milieu. Il représente donc cette capacité physique et sociale des personnes d'agir dans leur milieu et d'accomplir le rôle qu'elles attendent assumer d'une manière acceptable. C'est dans cette optique que la Jeune Chambre internationale universitaire Bamako s'est engagée depuis 2011 dans la lutte du cancer à travers son projet dénommé Cancerolove, Love Can Fight Cancer. Ce projet a pour but d'organiser des campagnes de sensibilisation, des conférences, des émissions radiophoniques pour informer et sensibiliser la population sur le fléau et d'aider certaines personnes atteintes de cette maladie qui sont dans des situations précaires. Selon les intervenants, cette initiative prouve l'engagement et la solidarité effective de la Jeune Chambre internationale universitaire Bamako auprès de la population en leur offrant le dépistage du cancer du col et un suivi médical afin de sauver des vies et d'aider les populations les plus démunies. Jamais une nuit n'a vaincu l'autre et jamais un problème n'a vaincu l'espoir. Le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique très préoccupant au Mali, mais malheureusement méconnu du grand public.
qui se manifeste par le développement d'une masse au niveau du col. Le saviez-vous? Selon l'OMS, le cancer du col de l'utérus est la tumeur la plus courante chez la femme africaine. Le cancer du col de l'utérus est en grande partie évitable, mais les femmes doivent être dépistées tous les 3 ans pour enrayer cette maladie. Mais je conseille aux femmes de le faire chaque année, si possible bien sûr. Rappelons que cette journée a été marquée par des conseils à l'endroit des populations, surtout les femmes qui ont déjà eu des relations sexuelles. Cette pratique du dépistage leur permettra d'être à l'abri d'éventuelles maladies afin de rester au top de leur forme. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours à notre compagnie. Le journal en langue nationale Bangalankan vous sera présenté ce soir par Fatoumata Yaya Kane. D'ici là, portez-vous très très bien. Je vous retrouve la prochaine fois.